Bonjour mes amis. Deux des principales banques américaines se sont effondrées. La Silicon Valley Bank de Californie et la Signature Bank de New York. On dit que c'est le deuxième plus grand échec bancaire de l'histoire américaine. Le plus grand a été l'effondrement de la Washington Mutual Bank en 2008, suivi de la crise financière de 2008 qui a entraîné une récession mondiale. Les gens sont inquiets de cet effondrement bancaire puisque créer une nouvelle récession comme en 2008. Car le système financier américain s'effondre, l'impact peut être ressenti partout dans le monde. Que s'est-il passé exactement? Comment cela s'est-il produit? Et quels sont les impacts probables? Venez, essayons de le comprendre dans la vidéo d'aujourd'hui. Amis, pour comprendre cette situation, nous devons d'abord comprendre comment fonctionnent les banques. Du point de vue d'un particulier, une banque est l'endroit où nous gardons notre argent durement gagné. Nous déposons notre argent auprès des banques pour le garder en sécurité. Mais du point de vue d'une banque, la banque dirige une entreprise. Ils ne travailleront pas pour vous gratuitement. Les banques ont un modèle d'entreprise distinct. L'argent que vous déposez auprès des banques, les banques voudront l'utiliser pour gagner de l'argent pour elles-mêmes. Il peut y avoir différentes façons de gagner de l'argent. Par exemple, accorder des prêts à d'autres entreprises et particuliers. Les intérêts facturés sur ce prêt seraient le bénéfice de la banque. La deuxième source de revenus est l'investissement dans divers endroits. Les banques investissent l'argent déposé chez elles dans le marché boursier, les obligations gouvernementales ou pour acheter de l'or par exemple. Tout comme les particuliers investissent leur argent à différents endroits, les banques peuvent faire de même pour gagner plus d'argent. En ce qui concerne la Silicon Valley Bank, elle a été créée en 1983. Son siège social est situé à Santa Clara en Californie. Au départ, cette banque a investi une grande partie de son argent dans l'immobilier. Au début des années 1990, la moitié du portefeuille de cette banque était constitué d'investissements dans l'immobilier. Tous vos investissements sont collectivement appelés un portefeuille. Chaque personne a un portefeuille. Tout investissement dans des actions, de l'or ou même en espèces constitue votre portefeuille. Vous avez peut-être vu des experts financiers conseiller que chaque portefeuille doit être diversifié. On ne devrait pas investir tous les fonds dans un seul actif. C'est très risqué. Supposons que vous utilisez toutes vos économies pour acheter de l'or. Comme quelqu'un vous a dit que l'achat d'or est une bonne option d'investissement, et puis un jour, le marché de l'or s'effondre. Que vous arrivera-t-il? Vos économies seraient transformées en poussière. Amis, quelque chose de similaire est arrivé à la Silicon Valley à l'époque. 50% de leur portefeuille était investi dans l'immobilier. Et en 1992, le marché immobilier de la Californie s'est effondré de manière terrible. À cause de cela, la banque a dû subir une perte de 2,2 millions de dollars. Après cela, la banque a réalisé qu'elle devait diversifier son portefeuille. Ainsi, après 1995, la contribution de l'immobilier est restée autour de 10%. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que la banque traverse une situation similaire, mais à une échelle beaucoup plus grande. Passant de 1995 aux années 2000, la banque était connue pour une nouvelle chose. Cette banque investissait lourdement dans les startups, surtout les startups basées sur la technologie. Les entreprises basées sur la technologie qui étaient dans la phase de démarrage, la banque accordait des prêts spéciaux à ces entreprises. En 2015, la banque était tellement développée qu'il a été rapporté que 65% de toutes les startups en Amérique étaient servies par cette banque. Les entreprises de l'industrie technologique étaient les plus grands clients de la Silicon Valley Bank. Le nom convenait très bien à la banque. Les entreprises basées sur la technologie de la Silicon Valley faisaient affaire avec la Silicon Valley Bank. Elles travaillaient presque exclusivement pour des startups technologiques. Mais les autres banques cherchent des clients diversifiés à qui accorder des prêts, comme BNP Paribas en France. Tout type d'entité emprunte des prêts auprès de cette banque. Les entreprises de tout secteur d'activité utilisent la banque. Mais ce n'est pas le cas pour la Silicon Valley Bank. À la fin de 2022, Silicon Valley Bank était le 16e plus grand prêteur en Amérique. La valeur de ses actifs totaux s'élevait à 209 milliards de dollars. Alors, pourquoi cette banque s'est-elle effondrée? Mes amis, les problèmes ont commencé avec la pandémie de COVID-19. Avec les effondrements mondiaux, les investisseurs en capital risque du monde entier ont commencé à investir dans des entreprises de logiciels. Les gens ont vu que même pendant le confinement, lorsque tout le reste devait fermer, les entreprises basées sur des logiciels étaient les plus performantes, qui fonctionnent à travers des ordinateurs et des téléphones portables. C'est pourquoi en 2021, les startups ont levé beaucoup d'argent. Aux États-Unis, 330 milliards de dollars ont été levés au total, presque le double du record de l'année précédente.
si ces startups technologiques ont autant d'argent, elles voudraient le déposer à la banque. Et la Silicon Valley Bank était la préférence numéro 1 des startups technologiques. C'est pourquoi en mars 2021, la valeur des dépôts totaux auprès de la banque s'élevait à environ 124 milliards de dollars. Elle était de 62 milliards de dollars l'année précédente, une augmentation de 100%. C'était un énorme bond avec tant d'argent déposé soudainement à la banque. Comparons cela aux autres banques. Elles n'ont pas connu une telle augmentation significative. La JP Morgan Chase Bank n'a connu qu'une augmentation de 24%. Puisque la banque avait tant d'argent sous forme de dépôt de clients, elle a décidé de l'utiliser pour en gagner encore plus. Ainsi, Silicon Valley Bank a utilisé des milliards de dollars pour investir dans des obligations d'État. Mes amis, ce n'était pas inhabituel. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les banques ont leurs modèles commerciaux. Elles peuvent investir les dépôts à différents endroits pour gagner plus d'argent et investir dans des obligations d'État est considéré relativement très sûr. Non seulement des obligations d'État, mais aussi des obligations d'entreprise ont été achetées en tant qu'investissement. Si vous n'êtes pas familier avec les obligations, permettez-moi de vous l'expliquer brièvement. Lorsque de grandes entreprises ou des gouvernements ont besoin de fonds, ils émettent des obligations. Lorsque vous achetez des obligations et investissez votre argent dedans, l'argent va à l'émetteur et est utilisé par eux. Mais d'une certaine manière, cet argent équivaut à un prêt de votre part. L'émetteur vous promet des taux d'intérêt. Et à la fin de la période de l'obligation, supposons 5 ans, l'émetteur vous rendrait votre argent avec des intérêts. Investir dans des obligations est donc souvent bénéfique pour vous. En gros, en investissant votre argent, vous recevrez des intérêts à des taux prédéterminés. Ce sera votre profit, et pour l'émetteur, c'est une source d'emprunt. Ils émettent des obligations en raison du besoin immédiat de fonds. Silicon Valley Bank a acheté un grand nombre d'obligations à une époque où les taux d'intérêt prédominants sur le marché étaient assez bas. Selon la Réserve fédérale américaine, les taux d'intérêt étaient d'environ 0% à 0,25%. Extrêmement bas. On s'attendait à ce que les taux d'intérêt restent bas, mais cela ne s'est pas produit. Les taux d'intérêt ont augmenté. Sans entrer trop dans des détails techniques, tout ce que vous devez comprendre, c'est que les prix des obligations et les taux d'intérêt ont une relation inverse. Si les taux d'intérêt baissent, les prix des obligations augmentent. Plus vous détenez l'obligation longtemps, plus elle devient risquée. Les taux d'intérêt peuvent fluctuer pendant que vous les détenez. Le prix peut fluctuer. Cela peut vous bénéficier ou vous causer des pertes. Mais si le prix de l'obligation que vous avez achetée baisse, vous devrez supporter les pertes. Cela s'est transformé en pire scénario pour la Silicon Valley Bank. Le gouvernement américain a augmenté les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, la valeur des obligations détenues par la Silicon Valley Bank s'est effondrée. Ils ont subi une énorme perte. Mais ce n'était pas la seule perte. Le deuxième impact négatif était encore plus important. En augmentant les taux d'intérêt, le taux d'intérêt sur les prêts a également augmenté. Pour les startups et les entreprises, prendre des prêts est devenu plus cher. Alors, ils éviteraient de prendre des prêts. Que pouvaient-ils faire d'autre pour répondre aux exigences de financement? Ils utiliseraient l'argent qu'ils ont déposé dans les banques. En 2022, après l'augmentation des taux d'intérêt, les startups technologiques voulaient retirer leurs dépôts pour répondre à leurs besoins financiers. Les capitalistes risques ne les finançaient plus. Comme ils avaient leurs dépôts avec la Silicon Valley Bank, ils voulaient effectuer des retraits en même temps, ce qui est devenu problématique pour la banque. L'argent que vous déposez auprès des banques n'est pas conservé en sécurité dans un énorme coffre-fort. Seule une petite partie des dépôts est réellement stockée. Le reste de l'argent est utilisé pour investir et fournir des prêts. Cela signifie que si tous les clients d'une banque veulent retirer de l'argent en même temps, la banque n'aura pas suffisamment de fonds disponibles. Silicon Valley Bank a fait face à la même situation. D'une part, les fonds qu'ils avaient investis subissaient des pertes. Et d'autre part, leurs clients voulaient retirer leurs dépôts. En raison des demandes des clients, Silicon Valley Bank a commencé à vendre les obligations, les vendant à perte. Récemment, ils ont vendu environ 21 milliards de dollars d'obligations. Avec une perte de 1,8 milliard de dollars, éviter la dégradation était une autre raison pour laquelle ils ont vendu les obligations à perte de 1,8 milliard de dollars. Dès que la nouvelle est devenue publique, la valeur des actions de Silicon Valley Bank a commencé à augmenter. Le 9 mars 2023, les actions de cette banque étaient en baisse de 60%. La veille, la notation de Silicon Valley Bank avait été dégradée par Moody's. À ce moment-là, quoi que la banque fasse, il aurait été impossible d'éviter le crash. Dès que la nouvelle selon laquelle la banque n'avait pas suffisamment de fonds et qu'elle vendait ses investissements à des milliards de dollars de pertes a éclaté,
Tous ceux qui avaient déposé leur argent auprès de la banque se sont précipités pour le retirer. Ils étaient inquiets pour leur argent. Et tout le monde s'est précipité ensemble pour récupérer leur argent. Cela s'appelle une course à la banque. Mais la véritable raison de cette situation était différente dans les deux autres cas. Quoi qu'il en soit, selon les informations disponibles publiquement, il n'y avait pas d'escroquerie. La banque n'a commis aucune fraude. Bien qu'il soit vrai que la banque a caché certains faits et n'a pas fait de divulgation en temps opportun au public, il s'agit simplement d'une mauvaise décision. Les personnes responsables de la gestion de la banque ont pris de mauvaises décisions. Cela s'est avéré être le mauvais moment. Et dans une certaine mesure, c'était simplement de la malchance. Vous pourriez penser que la cause profonde était l'augmentation des taux d'intérêt par le gouvernement américain. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait cela? Lorsque l'économie d'un pays fait face à un ralentissement, la Banque centrale réduit souvent les taux d'intérêt afin qu'il soit plus facile pour les gens de prendre des prêts. Avec des taux d'intérêt bas, plus de gens voudraient prendre des prêts. Avec plus de prêts, plus de gens auraient de l'argent disponible. Plus d'argent disponible signifierait qu'ils peuvent dépenser pour diverses choses. Avec cela, la circulation de l'argent dans l'économie augmenterait et cela stimulerait le PIB. C'est pourquoi pendant la pandémie, les taux d'intérêt ont été abaissés par le gouvernement. En revanche, si l'inflation augmente dans une économie, les taux d'intérêt sont augmentés pour la contrôler. Augmenter les taux d'intérêt rendrait les prêts plus coûteux. Moins de gens voudraient prendre des prêts. Les gens n'auraient pas suffisamment d'argent à dépenser et les dépenses diminueraient. Avec une baisse des dépenses, l'inflation pourrait être contrôlée. Ceci est une explication générale et simplifiée. Au cours des derniers mois, l'inflation a rapidement augmenté en Amérique et en Europe en raison de plusieurs raisons, dont l'une est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour contrôler cette inflation, la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt. Bien que cela puisse être considéré comme la cause première, une mauvaise prise de décision de la banque était également en jeu ici. Les taux d'intérêt continueront de fluctuer, vous devez donc avoir un portefeuille solide pour pouvoir supporter ces fluctuations. Mes amis, la question suivante était de savoir ce qui arriverait au fond des personnes et des entreprises qui étaient déposées auprès de la banque. Il y a une limite à l'assurance. Jusqu'à un certain point, l'argent déposé auprès des banques est assuré. C'est la loi. Aux États-Unis, la limite est de 250 000 $. Cela peut sembler être une limite élevée. Mais les clients de la Silicon Valley Bank étaient des startups avec beaucoup d'argent. Il a été rapporté que 89% des dépôts n'étaient pas assurés. Mais la réponse du gouvernement américain a été similaire à celle du gouvernement indien lorsque les banques indiennes se sont effondrées. Le département de la protection et de l'innovation financière de Californie s'est attaqué au bureau de la Silicon Valley Bank. La mise sous séquestre de la banque a été confiée à la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation. Le dépôt des clients d'une valeur de 175 milliards de dollars ont été utilisés par la FDIC pour créer une nouvelle banque, la National Bank of Santa Clara. Les actifs de la Silicon Valley Bank ont été repris afin que les activités commerciales habituelles puissent être poursuivies. Et puis a commencé la recherche d'une banque prête à fusionner avec Silicon Valley Bank. C'est vrai, la fusion est une solution ici. Banque de l'Union parisienne, BUP. En 1976, BUP a été la plus grande faillite bancaire de l'histoire de la France jusqu'à ce moment-là. La BUP était fortement impliquée dans le marché immobilier et a subi des pertes dues à de mauvais prêts. La banque a été finalement nationalisée et fusionnée avec Crédit Lyonnais pour s'assurer que les dépôts du public puissent être protégés et plus tard retirés en toute sécurité. Dans le cas de la Silicon Valley Bank, il reste à voir avec quelle banque elle fusionnera. Mais le président américain Joe Biden a assuré que les dépôts effectués auprès de la banque seraient sûrs. Même l'argent non assuré serait sûr. Mais un impact majeur de l'effondrement de cette banque est que la valeur des banques américaines a chuté en bourse. Les banques américaines ont effacé plus de 100 milliards de dollars de la bourse et les banques européennes ont effacé environ 50 milliards de dollars. Plusieurs entreprises qui avaient déposé leur argent chez Silicon Valley Bank ont perdu de la valeur en bourse. Comme le fabricant de dispositifs de diffusion en continu Roku Incorporated, qui a déclaré que leurs dépôts dans cette banque étaient largement non assurés, ils ont perdu environ 10% de la valeur de leurs actions. Y Combinator est une plateforme d'accélération de start-up. La Silicon Valley Bank était la banque par défaut de Y Combinator. Les fondateurs de start-up qui ont utilisé cette plateforme ont généralement ouvert des comptes chez Silicon Valley Bank. Cela pose un problème majeur pour les start-up car, contrairement aux grandes entreprises, la plupart des startups n'ont pas plusieurs comptes bancaires dans différentes banques. Elles utilisent un seul compte bancaire.
Elles sont souvent très critiques de leur argent car elles doivent payer les employés et supporter les coûts opérationnels pour faire fonctionner les startups. Elles ont désespérément besoin de fonds. Le fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma, révèle que Silicon Valley était l'un de ses premiers investisseurs. La banque était l'un des premiers investisseurs de Paytm. Ils avaient réalisé un énorme retour sur investissement de 1,7 million de dollars. Dans l'ensemble, l'impact sur l'économie américaine et mondiale reste à voir. Bien que les gens le comparent à la crise financière de 2008, il y a une différence critique. La crise de 2008 était due à l'effondrement du marché immobilier américain. Les banques avaient prêté une série de prêts immobiliers irresponsables à des personnes et des entreprises qui ne pouvaient pas se permettre de rembourser. Le marché immobilier s'est effondré et une récession mondiale a suivi. Après cela, plusieurs réglementations strictes ont été imposées et de nouvelles lois ont été promulguées pour éviter que cela ne se reproduise. Les experts estiment que dans la situation actuelle, les choses ne vont pas devenir aussi graves car la Silicon Valley Bank servait principalement des clients d'un secteur spécifique. Il pourrait y avoir un impact sur ces startups, mais une crise financière mondiale serait peu probable. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez comprendre le mystère du triangle de Bermude en cliquant ici. J'espère que vous avez mieux compris la situation et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.